Bien, Madame Phelps a explosé en même temps que s'est autodétruit son matériel pourri d'enregistrement. Passe plus les 6 heures de téléchargement de la vidéo de 9 minutes 58 sur YouTube, la galère. A priori, j'ai réglé une partie des problèmes, j'ai paramétré de nouveau mon téléphone. On en était à comparer les informations du Monde mises à jour le 2 mars 2020 avec CNews et l'Institut Pasteur. Alors, petite précision, on va préciser déjà le domaine du champ lexical. On a les trois mots différents. On a coronavirus, on a SRAS-CoV-2 et on a Covid-19. Ça, c'est pas la même chose. Le coronavirus, donc c'est la famille de virus dont il s'agit. Le Monde nous dit c'est un virus qui est avec un faible indice de contagiosité et un faible indice de létalité. Oui, mais il va muter. Tous les virus mutent régulièrement. Je vais expliquer dans la première partie de cette vidéo pourquoi ils devaient muter. Simplement, il faut qu'ils changent le code génétique parce que notre système immunitaire reconnaît son code génétique, a les anticorps correspondants, donc les virus doivent régulièrement muter pour changer le code génétique pour qu'à chaque fois ils aient un effet de surprise le temps qu'on s'acclimate, qu'on trouve, nous, la réponse par notre système immunitaire. Voilà. Donc le SRAS-CoV-2, c'est le nom du virus mutant. Voilà. Et le Covid-19, c'est le nom de l'épidémie, la maladie. Voilà. Quand tu crées une maladie, une nouvelle maladie, il faut que tu y trouves un nom. C'est plus crédible. Donc, on envoie, on balance la purée, le Covid-19, l'épidémie, la maladie qu'on ne connaît pas. Voilà. On en était donc à CNews. Donc CNews qui déjà fait une modification lexicale, la grippe saisonnière, donc dans un article où il compare la dangerosité de la grippe saisonnière avec le Covid-19, donc l'épidémie. Et donc là, donc déjà ils ont changé un peu les phrases, les mots, le vocabulaire, le verbe, puisque l'Institut Pasteur dit qu'il y a un certain nombre de décès attribuables à la grippe saisonnière, eux ils vont tout de suite mettre la grippe saisonnière fait 10 000 morts par an. Ok. Et puis ensuite, ils vont nous donner des chiffres pour le Covid-19, parce que c'est ça qui doit nous faire peur, c'est le Covid-19. Hein. Donc, d'où ils sortent ces chiffres probablement du virologue là, qui a créé cette espèce de panique générale en disant il est hyper dangereux, hyper contagieux. Donc, tu regarderas dans le CNews l'article en question où il nous explique que le taux de létalité du Covid-19 est 30 fois supérieur au taux de létalité de la grippe saisonnière. Et son indice, de létalité et son indice de contagiosité est 2 fois supérieur à l'indice de contagiosité de la grippe. Ah, alors si je prends les chiffres, en France, c'est simple, on a 10 000 morts à peu près par an, multiplié par 2, on va déjà le multiplier par 2 puisqu'il y a 2 fois plus de cas, donc ça va nous faire 20 000. 20 000 morts, le Covid-19, les prospectives, elles sont là. Et puis, il est 30 fois plus létal, donc on va multiplier ce 20 000 par 30. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait 600 000 morts. Oh, panique générale. Bah oui, évidemment, ça crée un effet de panique monumental. En France, il va y avoir 600 000 morts à cause du Covid-19. Si on ne fait rien, il faut faire quelque chose. Donc voilà ce qu'on trouve comme information. Donc c'est assez curieux, 600 000 morts. 600 000 morts, oui, ça fait peur, effectivement. Voilà. Je reviendrai après sur ces histoires de chiffres. Hein, voilà, je vais faire une autre partie sur les chiffres parce que effectivement ça crée un stress monumental dans la population, dans les autorités aussi, puisque les virologues vont dire aux autorités chinoises notamment, attention, vous allez avoir plein de morts, il est beaucoup plus dangereux que d'habitude, ça va tuer énormément de gens, ça va être catastrophique, puis ça va se propager partout. Donc faites quelque chose, parce qu'au début le gouvernement chinois il n'a pas réagi, hein, il a dit non, c'est normal. Donc il fallait monter en puissance. Hein, voilà. Deuxième notion, Pasteur aurait dit, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas on prête à Pasteur cette phrase, à la fin de sa vie, il aurait dit « le virus n'est rien, le terrain est tout ». Ah, ça c'est intéressant, parce qu'effectivement, comme on a vu, hein, c'est la notion d'indice de létalité, y a des gens qui vont mourir de la grippe et puis d'autres pas du tout. C'est pas tant le virus qui va être fondamentalement dangereux, bien sûr, il a un niveau de dangerosité, la peste, ok, mais n'empêche que tous nos ascendants ont résisté à la peste, sinon on ne serait pas là. Hein. Donc il y a quand même des gens qui résistent. Hein. On a un terrain favorable ou pas, propice ou pas.
Donc le taux de létalité, on le sait, l'indice de létalité, il va être plus élevé pour le Covid-19 chez les malades, fragiles et âgés. Ça, on a l'info, on le sait. On sait que le Covid-19, a priori, il ne touche pas les enfants, il ne touche pas les jeunes générations, il touche les gens fragiles. Alors il y a eu quelques cas de gens jeunes qui sont morts, dont des ados. Donc en Belgique, par exemple, il y a eu le cas d'une jeune fille de 12 ans, nous a-t-on dit, qui était morte du Covid-19. Ok, puis on nous a balancé l'info comme ça, et quand on creuse, hein, ça c'est Yves Razir dans une newsletter Néo Santé, Yves Razir c'est le rédacteur en chef de la revue de médecine nouvelle Néo Santé, il dit, lui il a creusé le sujet de cette jeune fille qui est morte, elle était trisomique, et on sait que les trisomiques, ils ont une fragilité au niveau de leur système immunitaire. Donc ceci crée effectivement un terrain plus propice, voilà. Mais ça, on va enlever ça quand on fait du mass média. On donne juste l'info pour faire encore plus peur aux gens que même leurs enfants peuvent mourir du Covid-19. Alors que toutes les études, a priori, montrent que c'est plutôt chez les personnes qui sont fragiles et âgées. Voilà. Alors le terrain, c'est quoi? Eh bien effectivement, c'est notre capacité, hein, c'est l'usure du corps, mais c'est pas que ça. C'est aussi le stress. Hein. Moi, c'est mon métier, le stress. Hein. Je suis kinésiologue, je travaille sur la psychosomatique, je travaille que sur le stress, moi, essentiellement cela. Et c'est très important, on sait que dans toutes les pathologies, plus il y a de stress, plus il y a une aggravation de la pathologie. Pourquoi? Parce que le stress, il est en lien au niveau de notre système, notre cerveau, notre système nerveux central, avec ce qu'on appelle le système nerveux orthosympathique, qui est, lui, en lien avec le système immunitaire. Donc plus on est en stress, plus on sollicite le système immunitaire, mais le problème, c'est que au bout d'un moment, si on ne trouve pas la solution, eh bien, il s'épuise. Hein. Si on est tout le temps en stress, et que le problème n'est pas résolu, au bout d'un moment, ça fatigue le système immunitaire. Donc on sait que dans plein de pathologies, plus les gens sont en stress, plus ils ont des crises, plus ils ont des pics de développement de leur pathologie. Voilà. Donc le stress, il perturbe, il déséquilibre le terrain. C'est ce qu'on va appeler l'effet nocebo. Hein. Tu peux regarder ma conférence sur l'effet nocebo, sortez de la peur, j'ai mis une conférence sur YouTube, voilà, que j'avais sortie, que j'avais faite à l'automne 2018. Hein. Justement, j'avais fait déjà les parallèles, un certain nombre de parallèles. Voilà, donc je ne reviendrai pas dessus. Voilà. Il y a un article sur France Inter par rapport à ça, où il cite le cas d'une tentative de suicide d'un homme qui a tenté de se suicider après avoir participé à une étude placebo sur un médicament, un antidépresseur. Il a avalé 29 cachets d'antidépresseurs et il a fait une tentative de suicide. Il est arrivé à l'hôpital, ils ont pris sa tension et sa tension était à 8, il n'arrivait pas à remonter sa tension, jusqu'à ce qu'il lui annonce qu'en fait ce qu'il avait avalé comme cachet, c'était pas du tout des cachets d'antidépresseurs, c'était des cachets de placebo, c'est-à-dire de l'hostie, hein, une espèce de sucre, de farine, enfin un machin, rien du tout. Et à partir du moment où on lui a annoncé ça, sa tension est remontée. Voilà. Donc c'est ça l'effet nocebo. Hein. C'est pas un truc anecdotique, c'est un truc extrêmement puissant. J'en parle, je donne un autre exemple dans ma vidéo. Tu peux regarder aussi, si tu retrouves sur YouTube, sur Replay, une émission, un documentaire qui est sorti sur Arte il y a 3 ou 4 ans sur l'effet placebo. Justement, un documentaire extrêmement intéressant sur ce sujet-là. Voilà. Donc on a un contexte médiatique avec ce Covid-19, hein, un climat extrêmement anxiogène, hein, avec des chiffres qui sont totalement alarmistes, des choses qui font extrêmement peur aux gens. Hein. Et tout ce contexte-là va fragiliser les systèmes. Les gens vont basculer dans la peur. Et à partir du moment où tu bascules dans la peur, tu bascules dans le stress et tu vas commencer à fatiguer ton système. Tu vas monter dans les tours. Tu vas en fait faire fonctionner en hyperactivité, entre guillemets, ton système limbique, hein, au niveau de ton cerveau. Ça va plus être ton cortex qui va penser, c'est plus le cerveau analytique qui a la main à ce moment-là. C'est le cerveau limbique, le cerveau de la survie. Quand il y a un danger, réel ou imaginaire, c'est ce cerveau-là qui se met en action. C'est ce cerveau limbique. Et ce cerveau limbique, il est relié au gros intestin, qui lui aussi a des neurones. On l'appelle le deuxième cerveau en médecine nouvelle. Hein. Le deuxième cerveau, donc à quoi sert le gros intestin? Qu'est-ce qu'il traite? Qu'est-ce que ces neurones traitent? Ils traitent les émotions.
C'est son boulot. Et les émotions, elles sont balancées, elles sont envoyées par le cerveau limbique. Elles nous servent à réagir à notre environnement. Ce sont nos armes par rapport au stress. Ce sont les armes du stress, les émotions. Donc la peur, c'est une émotion. On est dans cette émotion de la peur. Donc on va maintenir toute une population dans la peur. Donc on va la maintenir dans la croyance. Et pour le cerveau limbique, que le danger soit réel ou imaginaire, ça ne change rien. C'est un cerveau archaïque et complètement automatique. On ne peut pas rationaliser la peur. Donc on perd de la concentration et de la capacité de discernement, de la capacité intellectuelle et l'incapacité à prendre du recul. Parce qu'on est dans la panique. Voilà. On va donc avoir, du coup, un phénomène tout simple. Quelqu'un qui se trouve enrhumé à ce moment-là, en cette période-là, quelqu'un qui se trouve avoir de la fièvre, tout un tas de symptômes, il va paniquer. Alors qu'en temps normal, il serait resté chez lui tranquille, allongé à dormir, voilà, il va aller consulter. Il va aller en panique à l'hôpital, aux urgences. Il se dit j'ai le Covid-19, j'ai le Covid-19. Bah oui, il voit les informations en permanence qui disent si tu as de la fièvre, si tu as un rhume, si tu as du mal à respirer, mais l'angoisse, ça provoque des blocages au niveau de la respiration. Le stress, on le sait, on peut avoir des palpitations, on peut avoir des problèmes pour respirer, on a tout un tas de symptômes comme ça qui se mettent en place. Donc, où est la part de réalité, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que les gens, ils ne vont pas hésiter 30 secondes. Ils vont courir aux urgences. C'est normal. C'est normal. Donc bien sûr, il va y avoir une arrivée massive de consultations. Donc un engorgement des hôpitaux. Et l'engorgement des hôpitaux, ça va amener évidemment une panique générale à l'hôpital, puisqu'il est déjà en temps normal sensiblement saturé. Mais alors là, il va être franchement engorgé. Et puis, il faut savoir que le Covid-19, ça fait partie des maladies nosocomiales, donc tu as plus de chances de l'avoir, de le capter à l'hôpital que chez toi tranquille, c'est normal. Donc ça va augmenter encore si il y a des Covid-19, s'il y a effectivement on va plutôt utiliser le terme SRAS-CoV-2, s'il y a des gens qui viennent à l'hôpital avec des virus de SRAS-CoV-2, on va augmenter nécessairement la contamination. C'est normal, la propagation plus exactement. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux chiffres, parce qu'on nous balance des chiffres tous les jours. Même quand je fais une recherche sur Internet, moi, pour des poules, j'ai sur ma première page Google des chiffres sur le Covid-19. J'ai rien demandé. Je cherche des informations sur les poules ou sur construire un clapier ou construire un poulailler. C'est pas grave. Je vais avoir des informations sur Covid-19. Il faut balancer la purée. Il faut bourrer le crâne des gens. Il faut les déstabiliser psychologiquement. C'est une arme, la déstabilisation psychique. C'est une arme. Je reviendrai sur ce sujet-là dans l'acte 3. Voilà. Donc, on va parler des chiffres. Ok. Donc, on nous balance des chiffres. Ok. Tu sais combien il y a de morts à peu près en France chaque année À peu près 600 000, entre 600 000 et 640 000 morts. Bah ouais, c'est normal. C'est normal parce qu'on meurt. Bah ouais. On n'est pas immortel. Il y a un début, une naissance, puis il y a une mort. C'est normal. Donc, rappeler ça aux gens, visiblement, ça leur fait peur, en fait. Parce que dans nos sociétés où la mort est un sujet tabou, on fait croire aux gens que la notion d'espérance de vie, ça veut dire qu'ils ont comme une espèce de garantie, ils vont vivre jusqu'à tel âge. Bah non, le temps avançant, tu as une probabilité de mourir qui augmente. Normal, ton corps, il fatigue. Voilà. Et puis, deuxième ineptie, on fait croire aux gens que la mort ne frappe que les vieux. Bah non. La mort, elle frappe tout le monde. Les jeunes, les vieux. Mais effectivement, quand plus tu vieillis, c'est normal, plus tu as de chances de mourir, parce que tu as déjà passé ta vie. Tu arrives à la fin de ta vie, c'est logique. Mais il y a des nourrissons qui meurent. Voilà. Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des ados. Tu regardes chez les animaux, c'est pareil. Il n'y a pas de justice en matière de vie et de mort. Ça, c'est une notion complètement humaine et fausse. Voilà. Il y a des probabilités, bien entendu, mais il n'y a pas une absolue règle qui dirait que quand tu es jeune, tu ne peux pas mourir. C'est complètement faux. Voilà. Donc on va prendre les chiffres. Nombre total de décès en 2019, 612 000 morts. Ok. Nombre d'habitants au 1er janvier 2019, 67 millions d'habitants.
Bah oui, on est nombreux aussi. Hein. Et on est nombreux. Taux de mortalité en moyenne, il est toujours à peu près inférieur à 1%. Voilà. Au fil des années, c'est toujours à peu près le même taux hein, en France. Voilà. Ce qui fait rapporter au nombre de morts par jour, moi j'ai fait un ratio, bah, ça fait à peu près 1667 morts par jour. Alors les chiffres qu'on te balance avec le Covid-19, il y a eu 800 morts, il y a eu 700 morts, il y en a eu 550, il y en a eu 450, il y en a eu 650, ça ne veut rien dire. En moyenne, chaque jour en France, il y a 1677 décès. Voilà, c'est ça la réalité. Maintenant, on va regarder les autres chiffres. Alors, je suis allée chercher les autres chiffres, le nombre de décès par d'autres causes. C'est quoi les principales causes de mortalité en France aujourd'hui? Moi, je m'intéresse à la France, là. Alors, j'ai commencé par les maladies nosocomiales. Moi, je vais chercher dans les sites ministère de la Santé. Hein. J'utilise les sources de l'adversaire. Hein. Je considère que c'est l'adversaire. Donc, 4000 décès par an. C'est marrant parce que moi, j'en connais déjà pas mal. Ça me semble bizarre comme chiffre, mais c'est pas grave, on va prendre 4000 décès par an, maladie nosocomiale. Même si c'est un chiffre qui, il y a de grandes chances qu'il soit complètement sous-évalué. Hein. Mais bon, ok. Accident domestique maintenant. Alors, accident domestique, ils intègrent les AVC dans les accidents domestiques. C'est intéressant, mais dans les statistiques, c'est ça. Donc 30 000 décès par an d'accidents domestiques. Ok. Dont 20 000 décès attribués aux AVC. Voilà, parce que les gens font des AVC en général chez eux, donc ça rentre dans les statistiques des accidents domestiques. Ok. Accident de la route maintenant. 3500 morts par an. Ok. Médicaments. Toujours les sources, là c'est collectif, bon usage du médicament. Hein, j'ai pris les sources de ce collectif-là. C'est pas un truc alternatif, hein, c'est pas une secte, c'est un truc reconnu d'État, officiel. Voilà. À peu près 10 000 morts chaque année en France. Ok. Covid-19, en France, on doit en être à 12 000, 13 000 morts, 14 000, je ne sais pas, peu importe. Mais un petit peu au-dessus, on va dire. Ok. Bien. Alors, par contre, j'ai un autre chiffre pour les maladies, pour les causes, les morts dues aux médicaments. J'ai pharmacovigilance. Eux, c'est pareil, hein, c'est quand même pas des rigolos. Hein. Bah, selon pharmacovigilance, c'est pas 10 000, c'est 18 000. Ah, 18 000 morts par an dues aux médicaments. Mauvais usage hein, des médicaments, attention. Hein. Alors, automédication, attention, hein, évidemment, pas. On va essayer toujours de protéger le système médical. Hein. Et bon. Donc 18 000 morts, ah bah c'est bien au-dessus du Covid-19 pour l'instant en France. Hein. Ok. Les cancers maintenant, bah oui, les cancers. 149 500 morts. Et là, dans les cancers, tu as beaucoup d'enfants, hein. Tu as beaucoup de jeunes. Hein. Ah ouais. Mais c'est pas une priorité nationale, hein, le cancer, hein, en France. Non, non. Tu vois, on continue à protéger les big business, hein, notamment tous les fabricants d'engrais, de pesticides, alors qu'on sait pertinemment que l'agriculture intensive, officielle, soutenue par la PAC européenne, elle utilise énormément de ces saloperies, elle pollue l'eau, la terre, elle est responsable notamment des leucémies, en grande partie chez les enfants, les jeunes, les ados. Voilà. Mais ça, c'est pas une priorité. Hein. Non, non. 149 500 morts, c'est pas une priorité. Ok, on continue. Au 9 avril 2020, santépubliquefrance.fr, 12 210 décès en France, coronavirus, Covid-19 hein, par exemple, pardon, l'épidémie. Ok, sur 55 jours. Bon, ça fait 222 en moyenne par jour. Ok. Alors on est loin des 600 000, hein, on est d'accord. Hein. Les 600 000 morts annoncés par les oiseaux de mauvais augure, là, qui ont créé la grosse panique, hein, qui ont fait en sorte de créer une espèce de stress monumental général, y compris au niveau des autorités. Hein. Après, il y a un effet de mimétisme, hein, si lui fait ça, il faut que je fasse ça. Hein, voilà. Mais on est vraiment loin des chiffres annoncés hein, pour l'instant. Alors la courbe, alors ça change tous les jours. Hein. Le 6 avril, il y avait 605 morts annoncés. Le 9 avril, 412 morts. Il y en a moins, tu vois. Ça monte pas comme ça monte, ça descend, ça, bon, voilà, ça évolue comme ça. C'est pas une courbe qui est comme ça. Hein. Voilà. Donc on va donner après des chiffres. Alors sur Ouest France, ils donnent un chiffre, 1,4% de plus entre mars 2020 et mars 2019 de décès par an. 1,4%, c'est rien. C'est rien parce que si tu regardes l'INSEE, hein, moi j'ai regardé les chiffres de l'INSEE, je suis allée voir l'INSEE. Pour moi, c'est l'organisme de référence pour les statistiques.
Voilà. Eh bien, si je regarde, si je compare mars 2020 et mars 2018, par exemple, eh bien, il y a un 11,9% de moins de décès en mars 2020 qu'en mars 2018. Ah, oui, mais ça, c'est pas intéressant, parce que il y a moins de décès, et nous, ce qu'on veut faire croire et comprendre à la population, c'est qu'elle est en danger. Donc, on va comparer avec mars 2019. Et on va dire, il y a un plus 1,4% de décès, c'est la catastrophe. C'est de la mythomanie, c'est du délire collectif. Il n'y a plus de raisonnement, on n'est plus dans la rationalité. On est dans le cerveau limbique, la peur, la stratégie de la peur. Voilà. L'INSEE, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des fluctuations saisonnières. Hein. Selon les années, il y a des variations. Hein, en fonction des saisons. Ce qu'on trouve, par exemple, en 2015, on va avoir au total 593 700 décès. Et en 2019, on a 612 000 décès. Voilà, on a une variante. Bah oui, il y a eu une différence de, on va dire, 20 000 morts. Ok. Ça s'explique notamment par quoi? Par la pyramide des âges. Parce qu'on a, aujourd'hui en France, on a une génération qui s'appelle les papy-boomers. Ils sont issus de la génération du baby-boom, où il y a eu une explosion de la natalité dans les années 45-50. Et cette génération-là, elle arrive à un certain âge, à l'âge où elle va commencer à nous quitter. Hein. On les aime beaucoup, les papy-boomers, mais ils arrivent à un certain âge. Et donc, effectivement, de par notre pyramide des âges, on va avoir une augmentation du nombre de décès. C'est normal, c'est naturel, ça s'explique. Tout s'explique. Voilà. Donc le mars 2018 est beaucoup plus meurtrier que mars 2020. Voilà. Là maintenant on est au mois d'avril, il faudrait qu'on compare ensuite à la fin du mois d'avril les chiffres avec mars 2018, mars 2017, mars 2019, mars 2015. Enfin, il faudrait comparer tout pour voir. Et puis c'est surtout, il va falloir voir à la fin de l'année totale 2020, voir exactement le nombre de décès global et le rapporter à la pyramide des âges pour avoir vraiment un raisonnement et une analyse juste. Hein. Comme dit Franck Lepage, dans son document, Franck Lepage a écrit un article qui s'appelle Covid-19, l'ami des dominants. Hein, il a été interviewé, tu trouveras aussi une interview sur YouTube, où il dit il faut qu'on attende la fin de l'année pour faire le bilan de tout ça. Hein, pour lui, c'est une mascarade aussi tout ça. Voilà. Alors, maintenant, le diagnostic du Covid-19. Je suis allée chercher sur les sites allemands. Il y a 2 épidémiologistes allemands qui m'ont intéressée parce que depuis le début, ils ont une analyse complètement différente de l'analyse générale. Voilà, des informations complètement délirantes qu'on trouve notamment en France. Donc il y a le docteur Klaus Kuhnlein qui a écrit un bouquin qui s'appelle La folie du virus. Lui, ça fait un certain temps qu'il s'intéresse à l'industrie de la virologie, hein, de l'industrie vaccinale. Hein. Et lui, il dit comment l'industrie, et donc son bouquin, La folie du virus, le sous-titre du bouquin, c'est comment l'industrie médicale invente constamment des épidémies et réalise des milliards de profits aux dépens du grand public. Voilà ce qu'il explique. Concernant le Covid-19, il dit que cliniquement, on ne peut pas distinguer cette épidémie des autres épidémies de grippe ou de rhume. Cliniquement, on ne peut pas les distinguer. Ah, ça c'est vachement intéressant en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours les mêmes pathologies. Les personnes âgées, en grande partie, elles meurent de problèmes respiratoires, d'insuffisance respiratoire, de pneumopathie. Et ouais, les poumons. En médecine chinoise, le poumon, ça représente le souffle, hein, la relation à la vie. Et effectivement, souvent, il y a une fatigue au niveau de cet organe et en français, on dit il a expiré. Il a rendu le dernier souffle. Donc c'est une zone qui est fragile. Donc si tu vas chercher le nombre de morts en EHPAD, si tu regardes de quoi ils meurent, beaucoup de personnes âgées en EHPAD meurent d'insuffisance respiratoire. C'est logique, tous les ans c'est comme ça. Et ce qu'il explique, hein,
ce médecin. Donc il explique que le coronavirus, hein, c'est pour lui une nouvelle épidémie de tests. C'est pas une nouvelle épidémie tout court, c'est une nouvelle épidémie de tests. Il explique que depuis quelques années, on impose nous sont imposés de nouveaux tests qui sont fondés sur une amplification de la résonance ADN jusqu'à arriver à une charge virale positive. Qui cherche, trouve. On va chercher absolument. On va monter la résonance pour arriver à trouver la trace de ce qu'on cherche. Ah, là, il y a une trace de résonance de Covid, de SRAS-CoV-2. Voilà. Et à chaque fois, on redéfinit les pathologies. Alors, ça dépend des années. Si on veut, il y a des années, c'est la grippe A, d'autres années, c'est la grippe porcine. Et alors, à chaque fois, on va focaliser sur le virus mutant et on va chercher simplement la trace, la résonance dans l'ADN de ce virus. Voilà. Là, c'est ce qu'on fait exactement avec l'épidémie Covid-19. On cherche simplement la résonance d'un seul virus. Le SRAS-CoV-2, qui est une version du coronavirus. Voilà. Donc, on redéfinit chaque année les pathologies, alors qui ont l'industrie virale, l'industrie du vaccin, les virologues. Hein. Lui, c'est un épidémiologiste, Klaus Köhnlein. Lui, il n'est pas virologue, il est épidémiologiste. Donc on va redéfinir chaque année les pathologies, et notamment les pneumonies, qui touchent la majorité des vieillards, nous explique-t-il, en grippe A, grippe porcine ou Covid-19. Ça dépend des modes. Hein. C'est une histoire de mode. Voilà. Ensuite, je suis allée chercher... je me suis intéressée au docteur Wolfgang Wodark. Il dit à peu près la même chose que son collègue, que son confrère. Lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit chaque année, les virus mutent pour contrer nos systèmes immunitaires. Et il dit la même chose que Luc, comment il s'appelle déjà, Perrineau. Que Luc Perrineau, la même chose. Chaque année, les virus mutent pour contrer nos systèmes immunitaires. Il dit qu'il y a environ une centaine de virus qui sont responsables de pathologies, mais depuis 2003, le centre de recherche de Glasgow, il en étudie 4 seulement pour les tests. Et notamment le coronavirus. Ça fait partie des 4 familles de virus qui sont étudiées. Et depuis 2003, ces études, qu'est-ce qu'elles montrent ? Elles montrent que chaque année, le coronavirus, il est présent dans les maladies respiratoires. Et pourquoi ? Parce qu'il est détecté puisqu'il l'étudie. Donc ils vont le détecter systématiquement. Il est détecté comme les 4 autres. Et donc on laisse de côté les 96 autres virus, bien sûr. On les étudie pas, ceux-là. Wuhan, l'épidémie, la fameuse épidémie, elle a démarré à Wuhan, le patient zéro, le connard qui a bouffé du pangolin, l'espèce en voie d'extinction, qui avait 80 ans, je crois qu'il avait 80 ans. Bon, donc ça part de là-bas. Wuhan, c'est là qu'il y a le plus gros centre d'études de virologie au monde. C'est intéressant. À Wuhan, il y a 11 millions d'habitants, à Wuhan, ok. Donc il y a beaucoup de maladies respiratoires, car Wuhan, c'est très pollué. Juste avant l'apparition de cette magnifique épidémie, il y a eu un certain nombre de personnes, des lanceurs d'alerte, qui ont signalé l'indice de pollution énorme à Wuhan qu'il y avait à l'automne-hiver 2019-2020, là il y a quelques mois. Énorme pic de pollution. Et on sait quand il y a des grands pics de pollution qu'il va y avoir des affections respiratoires. Tu le vois dans les bronchiolites pour les enfants, tu vois l'explosion notamment des cancers des poumons chez des gens qui n'ont jamais fumé et qui vivent en ville, des choses extrêmement asymptomatiques comme ils disent. Comme par hasard, cette épidémie de Covid-19, elle arrive dans ce contexte-là. Donc beaucoup de maladies respiratoires car c'est très pollué. Et le test de M. Drosten, Christian Drosten, c'est lui qui a fait le fameux test là qui montre qu'il y a le SRAS-CoV-2 dans ces nouvelles pathologies, qu'il y a une nouvelle pathologie. En fait, dans cette espèce de panique générale qui a été créée, il n'y a eu aucune étude de viabilité de fait. Normalement, il faut faire des études de viabilité des tests. Et là, il n'y en a pas eu. On n'a pas eu le temps. Voilà, donc on utilise un test, il n'y a pas d'étude de viabilité. C'est pas grave,
Hein. Elle a été réalisée dans la panique générale. Hein. Il a été réalisé dans la panique générale, ce test. Donc le docteur Drosten, il ne peut rien dire de la supposée dangerosité du test. Il peut juste constater le virus. Hein. Peut dire, voilà, son test ne peut rien dire de la supposée dangerosité de ce virus. Juste, il peut constater qu'il y a ce virus. Mais on le sait, il y a toujours du coronavirus dans ces pathologies. Donc ça ne sert à rien, en fait. Hein. Voilà. La comparaison des décès par le coronavirus. Alors, selon l'échantillon sur lequel sont réalisés les tests, les résultats sont totalement différents. En moyenne, le coronavirus, nous dit donc le professeur, le docteur Wolfgang Wodarg, hein, qui est épidémiologiste, hein, il dit qu'en moyenne, 8 à 10% de la population mondiale est malade à cause d'un virus. Si on ne teste que les gens malades, on a donc évidemment des taux très élevés. Hein. 100% des malades sont malades, hein, normal. Hein. Dans ce qui s'appelle en anglais le the flu, normal des décès par les maladies respiratoires saisonnières, ce flu donc est de 0,1% de létalité. Chaque hiver en Allemagne. Par exemple. Et chaque année, le coronavirus représente une proportion de 5 à 14% des virus qui sont responsables de ces pathologies. Le taux de létalité est donc en moyenne de 0,1%. Voilà, c'est-à-dire une personne sur 1000 personnes infectées meurt chaque hiver d'une pathologie en lien avec un coronavirus. Voilà, c'est normal, c'est la vie. Il n'y a donc pas de surmortalité cette année, hein, nous dit le professeur Wodarg. Hein. Elle n'est pas plus importante que les autres années, ni en Chine, ni en Allemagne, ni en France. Alors, le docteur Wolfgang Wodarg envisage de demander une commission d'enquête à la fin de cette crise. Lui, il accuse une fois de plus l'Organisation mondiale de la santé de conflits d'intérêts divers et variés et les laboratoires de virologie de manipuler les informations parce qu'ils ont besoin de vendre du vaccin. Hein. Et il y a eu déjà une commission d'enquête demandée après la grippe H1N1. Qui a montré donc quand même un certain nombre de conflits d'intérêts et d'incohérences. Par exemple, les chiffres annoncés de cette pandémie de H1N1 qui a amené à commander des surdoses vaccinales reposaient sur des chiffres qui n'ont pas été constatés. Donc, et l'OMS du coup a expliqué que en fait les chiffres, en fait il y aurait eu beaucoup plus de morts, ils n'ont pas la preuve mais ils savent qu'il y a eu beaucoup plus de morts. Alors qu'il y a eu une étude qui a montré qu'en fait, il n'y avait pas eu tant de morts que ça. Hein, une étude qui avait été d'un laboratoire qui était officielle. Hein. Voilà. Alors oui, mais moi je me pose la question par rapport au confinement. Aujourd'hui, on est confiné. Alors tous les ans, on va être confiné parce que tous les ans, il y a des épidémies. Alors est-ce que ça veut dire que tous les ans, on va être confiné? Normalement, en toute logique, on le devrait. Hein. Parce que des grippes qui tuent donc un certain nombre de gens, hein, à peu près 10 000, parfois 18 000, des maladies respiratoires, toutes ces pathologies là associées, ces pneumopathies qui touchent les vieillards, il va y en avoir de plus en plus en France hein, à cause des baby-boomers. Alors est-ce qu'on va être confiné tous les ans? Alors, je me suis posé la question, j'ai regardé les oppositions. Ah bah oui, mais grâce au confinement, hein, il va falloir défendre ce confinement. Hein. Grâce au confinement, on a évité le pire. Qu'est-ce qu'il nous dit le docteur Perrineau par rapport au confinement? Il nous dit qu'on a la certitude depuis Ebola que des mesures de confinement exagérées peuvent entraîner des déséquilibres économiques, ce qui a tué davantage de personnes par la désorganisation des hôpitaux de la société que par le virus lui-même. Ah, ça c'est intéressant. Hein. Donc en fait, le confinement, ça ne serait pas positif. La grippe A, il n'y a pas eu de confinement. Hein. Il n'y a pas eu de confinement. Il y a eu, finalement, la commission d'enquête a montré qu'il n'y avait pas eu plus de morts que d'habitude. Hein. Voilà.
Selon donc Sentinelle, voilà, c'était Sentinelle qui a publié son étude, elle a dit la grippe A, il n'y a pas eu plus de morts qu'à d'habitude. Mais on nous a fait peur avec cette campagne de vaccination, on nous a fait peur avec cette grippe A. Bon. Donc là, on ne pouvait pas refaire le même scénario, faut comprendre. L'industrie vaccinale, avec la complicité de l'OMS, ne pouvait pas refaire le même scénario. Donc il fallait monter d'un cran. En créant une panique générale, et en amenant au confinement, en créant vraiment un surstress, du coup, on monte dans l'échelle. À chaque fois, il faut changer, on est comme c'est comme les virus, il faut muter, sinon ça ne marche pas. Le système, il faut à chaque fois contrer le système de défense. Voilà. Après, je me suis posé la question donc, par rapport au confinement. Donc, oui, mais peut-être que effectivement, s'il n'y avait pas eu confinement, on aurait les 600 000 morts, on aurait les 3 000 et quelques morts par jour annoncés. C'est parce qu'on a fait le confinement qu'on n'a pas ce nombre de morts, qu'on n'a pas engorgé tous les hôpitaux. Alors Perrineau, il nous dit que justement le confinement, ça amène un engorgement des hôpitaux, nécessairement. Et en plus, ça augmente les pathologies, et le nombre de décès. Donc j'ai pris le cas de la Suède. La Suède, elle n'a pas confiné à ce jour, il n'y a pas de confinement. Et en Suède, à la date du 10 avril 2020, on était à 878 morts. Je suis allée voir ce matin, on est à 899 morts. Ça n'a pas beaucoup augmenté. Je suis allée voir ça sur Alerte Covid, voilà. En plus, il y a une baisse de cas, ça monte, ça augmente, enfin bref. J'ai reporté les nombres, j'ai fait une comparaison entre la Suède qui ne confine pas et la France. Voilà. Alors en France, en Suède, il y a à peu près 10 millions d'habitants en 2018. Nous, on est 67 millions, donc 6,7 fois plus d'habitants. Si je prends le nombre de décès, donc 878 décès, je multiplie par 6,7, j'arrive à 5829 décès, proportionnellement rapporté à 67 millions d'habitants. Je compare avec la France. J'ai un taux de létalité qui est beaucoup plus faible en Suède qu'en France. En France, on est, par rapport à ce chiffre de 5829 décès, si je multiplie par 6,7 le nombre de décès en Suède, proportionnellement au nombre d'habitants, je devrais avoir 5829 décès en France. Or, j'en ai 12 210 à la même date, j'ai pris les mêmes dates. 12 210 décès, donc visiblement la stratégie de la France, c'est pas tellement la bonne. Ensuite, j'ai regardé le nombre de cas, j'ai comparé, voilà. Eh bien, en Suède, il y a 9 685 cas, toujours à la même date, le 10 avril. Je multiplie par 7, j'arrive à 64 890 cas qu'il devrait y avoir en France. En fait, en France, on en était déjà le 10 avril à 86 330 cas. Ah bon? Donc il y a une variante de 12 000 cas en plus. Donc visiblement, le confinement, ça ne marche pas. Ça ne va pas fonctionner. Deuxième oui mais, objection à cette argumentation de dire qu'il n'y a pas d'épidémie du Covid-19. Oui, mais regarde, comment tu peux expliquer du coup l'engorgement des hôpitaux et des urgences? Luc Perrineau, je relis. On a la certitude depuis Ebola que des mesures de confinement exagérées peuvent entraîner des déséquilibres économiques, ce qui a tué davantage de personnes par leur désorganisation des hôpitaux et de la société que par le virus lui-même. Voilà. Si je prends une parabole, je prends le métro par exemple, il y a un flux dans le métro de X personnes, c'est un flux normal, il y a un attentat dans le métro, tu vas voir ce qui va se passer au portillon. Ça va être la panique, engorgement au portillon, il y a le même nombre de personnes, mais l'effet de panique créé va effectivement créer un engorgement. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est l'explication, entre autres, une des explications par rapport à l'engorgement au niveau des urgences et des hôpitaux. Après, j'ai pris aussi les chiffres clés. Je suis allée regarder, il y a Christophe Prudhomme, qui est le porte-parole des médecins urgentistes, qui explique dans un article que, je ne sais plus dans quel article c'est paru, dans Le Monde, un article du Monde du 17 octobre 2019, qu'en 20 ans, il y a 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés en France. Bon, alors en même temps, la population a augmenté, en même temps, on a une pyramide d'âge qui augmente vers le haut, c'est-à-dire il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a les papy-boomers, et en même temps, on réduit le nombre de lits pour les hospitalisations de nuit, puisque l'objectif, c'est de faire plus d'hospitalisations à domicile. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais bon,
Je juge pas ça, j'en parle pas. Mais en tout cas, quand il y a une crise et quand il va falloir hospitaliser des gens, nécessairement, faut reprendre en considération cette réduction des lits d'hôpitaux. Hein. Et il y a 400 postes d'infirmiers qui sont non pourvus sur Paris. Il explique dans cet article du Monde. Ces postes n'ont pas été pourvus parce que mauvaises conditions de travail, salaire trop bas, enfin voilà, grève des médecins urgentistes. Bon, on a vu avec le personnel hospitalier ce qu'ils ont essayé de demander et qu'ils n'ont pas obtenu. Il y a l'effet panique, bien sûr, puisque y a énormément de personnes malades qui vont consulter de fait, mais ils n'ont qu'une trouille, c'est d'avoir l'épidémie et de mourir. Donc ils vont consulter, alors qu'en temps normal, ils n'auraient pas consulté. Donc évidemment, ça crée un engorgement supplémentaire. Et puis, il y a les maladies nosocomiales, bien sûr, le facteur nosocomial du Covid-19 qui va augmenter l'épidémie. Ça peut être une explication aussi. Voilà. Et donc par rapport à ça, je voudrais citer une étude qui est parue dans le très sérieux British Medical Journal qui est citée par toujours Néo Santé, Yves Razir, une étude de mars et juin 2000. Voilà, qui a été faite en Israël. Ils se sont aperçus que pendant la grève des médecins, il y a eu une grève des médecins en mars et juin 2000 en Israël, qui a coïncidé avec une baisse sensible de la mortalité et avec une remontée significative de ce taux de mortalité dès lors que la reprise du travail a repris pour les médecins. Ah, trop de médecine, moins de santé. Il y a aussi ce facteur-là. Voilà. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Parfois, effectivement, entre les maladies nosocomiales et puis l'espèce de panique de consommation de médecine, on amène des pathologies, on crée de la maladie. On a un ministère de la Santé en France, mais ça fait des années que je dis qu'on n'a pas un ministère de la Santé, on a un ministère de la maladie. Il faut savoir qu'au niveau des calculs de PIB, les malades rapportent des points de croissance en matière de PIB. Donc quand tu es pauvre, vaut mieux que tu sois malade qu'en bonne santé, parce que quand tu es en bonne santé, tu ne ramènes pas de points de croissance. Il vaut mieux que tu sois malade. Voilà. Il y a d'autres choses qui ont été prises en considération par rapport à toutes ces pneumopathologies, c'est tout ce qui va concerner les indices de pollution. Par exemple, à Nantes, j'ai regardé les indices de pollution à Nantes, le 27 ou le 28 mars dernier, je me souviens plus précisément de la date, mais tu regarderas sur les relevés de mesures d'air de pollution, il y a un pic de pollution à Nantes, énorme, alors que l'économie est à l'arrêt. C'est dû, ils expliquent aux masses d'air, enfin bref, peu importe. Mais ça serait intéressant quand même, ça aurait été intéressant de regarder un peu la qualité de l'air et qu'est-ce qui se passe, de faire un rapprochement entre les pics de mortalité enregistrés tous les jours avec le Covid-19 et de rapporter ça aux pics de pollution. Parce que c'est pas parce que l'économie s'arrête qu'il n'y a plus de pollution. Il y a d'autres pollutions qui arrivent d'ailleurs, il y a d'autres facteurs polluants et tu regarderas la carte sur internet, mais il y a eu un énorme pic de pollution à Nantes à ce moment-là. Donc il faudrait voir le nombre de morts les jours qu'on suivit à Nantes, justifiant la panique Covid-19 alors que pic de pollution. Voilà. Autre argument, ah bah oui, mais s'il n'y avait pas de pandémie de Covid-19, les autorités n'auraient jamais pris une telle décision, parce que vu les conséquences sur l'économie aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc il fallait vraiment avoir une bonne raison. Ça, tu vas voir ça, on va développer ça dans l'acte 2 et dans l'acte 3 de cette séquence de vidéos. Conclusion, il n'y a aucune étude sérieuse, multifactorielle et globale, c'est-à-dire une vision large, vraiment scientifique sur cette prétendue pandémie. Et pour l'INSEE, qu'est-ce que dit l'INSEE ? Au 3 avril 2020, l'INSEE dit « Il n'y a pas d'excès de mortalité observé, toutes causes confondues, entre l'hiver 2019-2020 et ce jusqu'en mars. » Voilà, on se retrouve pour l'acte 2. Prochaine vidéo. Merci, à plus tard.